Place aux jeunes. Il n'est pourtant pas dans mes habitudes de faire dans le jeunisme et je préférerais toujours une reine Elisabeth de 127 ans à une Greta Thunberg de 17 ans. C'est mon choix, c'est mon droit. Mais là franchement, place aux jeunes, c'est ce qui me vient à l'esprit à l'annonce de la victoire de Guilhem Carayon, fraîchement élu à la tête des jeunes LR, les Républicains, la génération montante du parti. Le jeune homme, fils du député Bernard Carayon, vient de faire un carton plein en recueillant 62% des voix pour le porter à la tête de sa structure. Ce n'était pourtant pas forcément gagné, car nous savons que cela fait un moment que les Républicains cultivent une forme de schizophrénie chronique. Le pendule du professeur Trifon Tournesol oscille entre « j'ai une base militante de droite » et « j'ai des cadres dirigeants de gauche » ou entre « je m'oppose à Emmanuel Macron » et « je rêve qu'il m'accorde un portefeuille ». Du coup, chez les caciques du parti, ceux qu'on appellerait les éléphants si on était au PS, non, je ne pense pas à Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est plutôt du genre bonhomme Michelin. Chez les caciques du parti donc, on ne voyait pas d'un très bon œil grimper ces genoux qui, eux, essaient de se soigner de la malédiction mentale de leur père et s'assument de droite, bien à droite. Les éléphants ont bien essayé de pousser en avant un petit éléphanteau, bien propre sur lui, un certain Sébastien Canova. Mais leur stratégie a fait pchit, puisque Canova n'a récolté que 38%, et ce, avec une participation historique qui vient accroître la légitimité de son adversaire. À droite toute est donc le nouveau programme des jeunes LR qui veulent, selon leurs termes, que l'on respire un nouvel air. Vaste chantier. Alors, le conservatisme à la sauce jeune LR, ça donne quoi? Guilhem Carayon s'est confessé dans les colonnes du Point. Il revendique l'indépendance nationale, la méritocratie, la liberté d'entreprendre, l'autorité de l'État et j'en passe. Tout cela est bel et bon, mais il y a quand même une question qui n'est toujours pas résolue. Nous savons tous que le premier parti, chez les jeunes, s'appelle le Rassemblement national. Maintenant qu'il est président des Jeunes Républicains, que va faire Guilhem Carayon à l'égard du Rassemblement national? La question est bigrement intéressante. Je me remercie de me l'être posée. Pour le moment, nous n'avons toujours pas de réponse. Il semble que ce soit un secret bien gardé. Sur cette conclusion très mystérieuse, je vous souhaite une très bonne soirée. Le verdict est tombé. Derek Chauvin, le policier responsable de la mort de George Floyd, est coupable et est condamné. Après l'embrasement mondial qu'avait suscité à l'époque cette affaire, l'on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'autre. Et pourtant, qu'on le veuille ou non, cela reste un fait divers comme il y en a tant et tant d'autres et comme il y en aura encore tant et tant d'autres à l'avenir. Biden, fidèle au poste, nous a servi le discours dégoulinant de bons sentiments collant à son image de grand-papa au progressisme gâteux. Là également, l'on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose d'autre. Il ne nous a donc épargné aucune des pleurnicheries sentimentales qui font la loi dans son genre de circonstances. La famille de Floyd, ce sont des gens incroyables, et Papy Joe aurait voulu pouvoir les serrer dans ses bras. « Hé papy, les gestes barrières mon gars, je vais t'en coller une à 135 €, tu vas voir ça. » Le papy, il a même décroché son téléphone pour pouvoir le leur dire en direct. Comme c'est émouvant, j'en pleure d'émotion. Mais Joe nous le rappelle avec gravité, je le cite. « Le verdict ne va pas faire revenir George. » Et non, George Floyd a beau être un personnage d'exception du rang d'Adama Traoré, il est comme tout le monde. Il devra attendre la fin des temps pour ressusciter. Quel scoop! Merci, papy. La famille de Floyd, ce sont donc des gens incroyables qui vont honorer la mémoire d'un homme qui certes est mort dans des circonstances malheureuses, mais qui se shootait grave et défiait grave la police. Mais bon, on ne va pas ergoter pour si peu, ce serait faire du trumpisme primaire, ce n'est pas mon genre. La famille de Floyd, ce sont donc des gens incroyables qui,
connaissant le système américain, vont, grâce à cette lamentable affaire, se retrouver à gagner des dollars par dizaines, par centaines, que dis-je, par centaines de milliers, que dis-je, par millions. Pardon d'être un peu cash, c'est le cas de le dire, mais pour eux, la mort de George Floyd, c'est une rente à vie et sur plusieurs générations. Ils ont quand même réussi à obtenir 27 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est rentable comme affaire, et ça n'est certainement pas fini. Tout comme pour la fondatrice du mouvement Black Lives Matter, qui a su s'acheter une super baraque se chiffrant en millions de dollars. Mais là n'est pas l'essentiel. Ne soyons pas matérialistes tout de même. Portons plus haut notre regard vers le ciel, tout en haut des cimes des Appalaches. C'est Joe qui l'a dit. Le combat n'est pas fini. Le racisme est toujours là, consubstantiel de l'âme américaine, et il va bien falloir l'extirper définitivement un jour ou l'autre. On n'a donc pas fini d'en souper du mea culpisme matin, midi et soir contre les grands méchants blancs qui ont toujours tort car ils font du mal aux gentils petits noirs. Ah non, il ne faut pas dire petit noir, c'est raciste. Il y met tellement d'intensité le Joe dans tout ça que cela a donné des idées à Manuchon qui est allé expliquer sur CBS, une chaîne américaine, que la France elle aussi devait mettre fin au racisme et pour cela aller toujours plus loin dans la déconstruction de son histoire. Derek Chauvin a été condamné, mais l'affaire George Floyd n'est malheureusement pas prête de se terminer. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Il fallait oser. Et nos amis russes ont eu le courage de le faire, attaquer Google et sa plateforme de vidéo YouTube pour abus de position dominante. Et là, j'en tremblote de joie. Google est devenu un monstre. Aucune de nos pauvres et chétives existences ne peut espérer échapper à son terrible radar qui contrôle tout, sait tout, voit tout et devine le reste comme Madame Irma. Google contrôle nos contacts et nos mails, mais aussi nos numéros de compte bancaire, nos itinéraires routiers ou nos moments de loisirs. Il contrôle la musique que nous écoutons sous la douche, la taille des chaussures de sport du petit dernier ou la date d'achat de la belle cafetière Nespresso qui trône dans notre cuisine. C'est vrai de Google, mais c'est aussi vrai de sa filiale YouTube qui s'occupe des contenus vidéo. YouTube, c'est tout sur nous tous, de notre amour passionnel et fusionnel pour Edith Piaf ou pour Tante Bricheton, sur nos consultations frénétiques des émissions de Martial Bild, d'Élise Blaise ou d'Éric Zemmour. Tout, vous dis-je. Effectivement, abus de position dominante, la formule paraît assez adaptée, car Google, non content de tout savoir sur tout le monde, n'en fait qu'à sa tête, choisit qui peut s'exprimer et qui ne le peut pas, et c'est bien ce que lui reproche l'Agence fédérale russe anti-monopole. Je les cite. Les règles de création, de suspension et de blocage de comptes YouTube et des requêtes des utilisateurs sont opaques, non objectives et imprévisibles. Fermez les guillemets. Ah, mais ça fait du bien que quelqu'un ose enfin le dire, j'en retremblote de joie. On les a vus à l'œuvre, les sieurs de YouTube, pendant la campagne des élections américaines. Et hop, que je te coupe le sifflet à Donald Trump. Et hop, que je te mets un bandeau contenu inapproprié quand ça m'arrange. De l'autre côté de l'Oural, même combat. L'opposant numéro 1 à Poutine, le justicier du Nord, Alexei Navalny, peut dire tout le mal qu'il veut du maître du Kremlin. Il ne sera jamais inquiété par YouTube. On appelle cela la liberté d'expression. Après tout, pourquoi pas? Mais dans ce cas, pourquoi censurer des vidéos favorables à Poutine comme le fait YouTube? Tout ça n'est pas très fair-play, comme on ne le dit pas en russe. Tout cela, estime donc fort justement l'agence russe, nuit aux intérêts des utilisateurs et fausse la concurrence. La Russie, défenseur du libéralisme, qui l'eût dit, qui l'eût cru, l'eussent-tu cru?
Le problème est en fait plus profond. Il s'agit ni plus ni moins que d'un enjeu central de souveraineté. Est-il normal que la publication et la diffusion de contenus vidéo en Russie puissent être régulées par la législation d'autres pays? La réponse est non. 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 C'est du bon sens. La carpet attitude, the carpet attitude en anglais, ou da karpetov attitudski en russe, ce n'est pas trop leur truc aux autorités russes. Nous aimerions bien que les nôtres en prennent de la graine. À l'approche des présidentielles, un peu de liberté, de débats non médiatiquement modifiés, ça pourrait être sympatoche, non ? Sur cette conclusion à la perspective intéressante, je vous souhaite une très bonne soirée. Pesquet, notre gloire aéronautique nationale, Thomas Pesquet, vient de s'envoler dans l'auguste firmament pour une mission de 6 mois dans les nuages, dans la lune, vers l'infini et l'au-delà. Tout le monde s'en réjouit et il y a de quoi. Si l'on met de côté le bilan carbone pour ne pas parler des choses qui fâchent et ne pas faire de la peine à Greta, cela a quand même une sacrée allure que de voir ainsi notre héros jouer les fils du ciel. D'autant plus que le cosmonaute tricolore décolle du centre spatial Kennedy en Floride, embauché par une entreprise américaine privée, j'ai nommé SpaceX, aux mains d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et accessoirement soutien officieux de Donald Trump. Chut, personne n'est au courant, n'en parlez pas. Il n'y a pas que SpaceX d'ailleurs qui prévoit d'envoyer des hommes dans l'espace. C'est aussi le cas de Blue Origin, l'entreprise concurrente de SpaceX, aux mains de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, qui a de l'ambition à revendre. Et là, ça craint la pâte et drap, car ce mecton a une passion pour Biden. Mauvaise pioche. Notre pauvre Ariane, notre gloire spatiale nationale, ne fait pas le poids face à ces deux-là. Et ce n'est pas l'Europe qui va pouvoir voler à son secours. C'est triste, mais c'est comme ça. Thomas Pesquet, donc, s'envole pour 6 mois. 6 mois, c'est long, me direz-vous. Il peut s'en passer des choses en 6 mois. Laissons vagabonder un peu notre imagination. Dans 6 mois, le Covid-19, le Covid-20, le Covid-21 ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Les terrasses de nos cafés et de nos restaurants seront pleines à craquer pour profiter des derniers beaux jours de l'automne et pour lutter contre les premiers froids, seront joyeusement réchauffés par de beaux calorifères à faire hurler tous les écologistes frileux. Nous danserons à nouveau, nous lèverons à nouveau nos verres de champagne à 6, à 12 et même à 24 ou à 48, sans craindre des amendes à 135 €. Et papy et mamie seront sortis du placard de la cuisine où ils sont enfermés depuis 18 mois. Devenus bêtement inutiles, les masques rempliront à ras-bord les poubelles jaunes, vertes et bleues d'emballage à recycler. Allez, soyons fous, poussons le rêve encore un peu plus loin. Dans 6 mois, si ça se trouve, la droite aura arrêté d'être la plus bête du monde et se sera dotée d'un candidat de première classe qui ratatinera Emmanuel Macron une fois le printemps arrivé. Dans 6 mois, nous serons peut-être enfin sur le chemin du retour à la puissance internationale, politique, économique et culturelle. Dans 6 mois peut-être, pourrons-nous envisager nous aussi d'envoyer Thomas Pesquet sur la Lune pour une nouvelle mission ? Comment ça, c'est pas crédible ? Comment ça, il faut que je me calme ? Vous ne seriez pas un peu écolo sur les bords, comme la folle furieuse de Poitiers, qui veut nous empêcher de rêver ? Les rêves, ma foi, il n'y a vraiment que ça qui nous reste. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une très bonne soirée. Le printemps est décidément maudit pour nos églises de France. 2 ans après Notre-Dame, quasiment jour pour jour, une ravissante église du XVIe siècle à Romilly-la-Putenay, dans l'Eure, comme il y en a tant dans nos campagnes, a elle aussi été emportée par les flammes.
Cette église de toute beauté est désormais rayée de la carte, il n'en reste plus que les murs et les exceptionnelles pièces d'art sacré qu'elle abritait en son sein ont disparu à jamais. Notre-Dame, mais aussi Saint-Sulpice, Nantes, Bayonne, Montauban, Sète, Rennes, Corbeil-Essonnes et maintenant Romilly, comment les citer toutes? Ces incendies qu'elles ont subis ne défraient pas la chronique, loin s'en faut. Et pourtant, il s'agit d'une véritable épidémie. Malheureusement, cette épidémie s'installe plus durablement que le coronavirus et là, bizarrement, le pouvoir n'envisage aucun vaccin. Car les incendies d'églises prennent dans notre pays des proportions absolument dramatiques, mais la réponse des autorités reste obstinément muette ou confuse. Les autorités n'ont aucune intention de se déplacer chaque fois qu'un édifice chrétien est attaqué, et pour cause, ils ne feraient plus que ça. L'admirable basilique Saint-Cernin de Toulouse est décorée de tags satanistes avec un appel à la mort de chrétiens. Peu importe, on ne va quand même pas en faire un fromage de cochon. Un coup de chiffon et il n'y paraîtra plus. En revanche, quelques tags estampillés islamophobes sur les murs de la mosquée de Rennes sont immédiatement suivis d'un déplacement de 703 millions de journalistes et de Gérald Moussa Darmarien en personne qui va battre sa coulpe et s'indigner comme si le sol allait s'ébranler et nous jeter dans l'abîme si nous ne procédions pas sur le champ à une réparation publique devant une telle offense. Tout ne se résume pas à une affaire de bois, de pierre et de toiture. Il est désormais manifeste que nos élites dirigeantes ont fait le choix du grand changement civilisationnel, culturel et religieux. Opportunisme électoral ou conviction? Les deux, assurément. Car ne l'oublions pas, les musulmans pratiquants représentent au moins 7% de la population française, quand on compte à peine 3% de catholiques pratiquants en étant très large et très généreux. Le genre de chiffres qui font mal. Mais Moussa Darmarien ne se contente pas de pleurer à chaudes larmes contre les tags de Rennes. Il se couche, s'aplatit, met les petits plats dans les grands avec ces scandaleuses mesures d'aménagement des restrictions sanitaires consenties à l'occasion du Ramadan. Il se dresse sur ses semelles compensées, agite frénétiquement son menton mussolinien et déclare rageusement que pour un assouplissement des horaires des célébrations pendant la semaine pascale, les cathos attendront l'année prochaine. Darmarien, tu me bottes mon pote. Tout n'est pourtant pas perdu. Les passe-droits accordés aux musulmans par certaines préfectures, le Tarn, l'Hérault, la Gironde, ont été très mal interprétés par l'opinion. Devant un tel scandale, le préfet du Tarn a même été obligé de rétro-pédaler, il est vraiment écolo ce bonhomme, et de revenir diplomatiquement sur les consignes laxistes transmises aux forces de l'ordre. Il faut donc continuer à râler. La preuve, ça peut marcher. La ligne à suivre est donc claire. Continuer à haute voix de dire non à l'islamisation galopante de notre pays, redire à temps et à contre-temps que nous sommes un pays de culture chrétienne et que l'implantation politico-religieuse de l'islam en France est totalement incompatible avec nos valeurs millénaires. Point barre. Je vous souhaite une excellente soirée.